Alors bonjour et bienvenue au Café du commerce. Bonjour à Au toutes et à tous. Aujourd'hui donc nous allons parler du sujet actuel qui est la cybersécurité dans son commerce. Notre programme, s'inscrit donc avec Cap Numérique qui est financé par la région, Bourgogne et Franche-Comté. Alors je me présente, je m'appelle Mathilde Petit-Gérard, je suis conseillère, numérique France Service du pôle, commerce à la chambre de commerce et d'industrie du territoire de Belfort et donc j'accompagne les commerçants plutôt sur la transition, numérique pour les petites, PME et TPE. Nous avons pris donc, le soin de couper vos micros et caméras afin, bien entendu, de laisser un petit peu de la bande passante, pour, le bon déroulé du café. Je vous invite aussi, si vous avez des questions lors de ce webinaire, à interpeller donc, Brice, qui les présentera, ou alors de mettre vos questions dans le chat. Je vous rappelle aussi que nous enregistrons donc ce webinaire pour, vous envoyer le replay et pour le mettre également sur notre chaîne YouTube, donc les Cafés du commerce. Donc maintenant, je vais donner la parole à l'un de nos intervenants qui se nomme Thierry. Thierry, c'est à toi. Petit souci de son, oui, on va voir ça. Thierry, si tu peux reprendre ou vérifier ton son, parce qu'on t'entend pas en fait. Alors, Thierry Louvet, je fais partie du pôle numérique ici à la CCI du territoire de Belfort, sous la responsabilité de Monsieur Tolomier. Je suis conseiller cybersécurité. Au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes 3 experts certifiés en cybersécurité. Et dans ce cadre-là, nous proposons aux entreprises de se préparer aux risques cyber à travers différentes offres de cybersécurité. Et sans être trop long, donc dans cette offre, on trouve un accompagnement qui s'appelle MyCyber 360, accompagnement sous la forme d'un diagnostic qui débouche sur des plans d'action et un suivi opérationnel. Et nous organisons également des événements, comme la journée SecNumeco, qui a lieu prochainement dans le Jura, le congrès Cap Cyber, donc différentes offres au service des entreprises, parce que donc, dans les CCI, la cybersécurité, c'est quelque chose qui nous paraît vraiment très important. Alors, sans être plus long, je laisse la parole à Brice, mon collègue donc, du pôle numérique, qui va animer pour nous ce café. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Brice Vezesco, je suis conseiller numérique France Service sur la partie cybersécurité à la CCI 90, donc, du territoire de Belfort. Alors donc, on va commencer ce matin à parler de cybersécurité. Donc, on va parler en premier de la partie mot de passe, quelque chose qui est assez important, même très important. C'est le premier pilier, premier rempart contre le hacker, on va dire. Ensuite, on va parler de la partie mise à jour en deuxième.
Ensuite, on passera à la partie mail frauduleux, une partie VPN également, très important aussi, une partie sauvegarde de la donnée. Et puis, on parlera un peu en fin de slide du RGPD, donc le règlement général de protection des données européen. Et puis à la fin, on se fera un petit peu de questions-réponses, questions plutôt longues. Et puis au cours du déroulé, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un jeu de questions-réponses entre vous et nous via alors soit en vocal, vous prenez la parole, on vous laisse la parole, soit via le chat. Et Mathilde me retransmettra ce qui se dit sur le chat. Donc on va passer à la partie mot de passe. Donc moi j'ai déjà première question, on va dire, c'est comment vous, vous utilisez vos mots de passe, dans vos entreprises, vos services et cetera, comment vous définissez un bon mot de passe? Donc s'il y en a qui veulent prendre la parole ou qui ont des choses à dire dans le chat, hein. Ne soyez pas timide, hein. Donc personne sur la partie mot de passe? D'accord. Donc on on va on va passer à la partie donc mot de passe, hein. Donc on va dire qu'un bon mot de passe doit, aujourd'hui, alors en 2022, doit au moins contenir, 16 caractères. C'est très important. Pour moi, c'est 16 caractères, avec 4 types, de données différentes, donc majuscules, minuscules, chiffres, surtout caractères spéciaux également. Ce qui est important dans le mot de passe, c'est sa longueur aussi. Plus le mot de passe sera long, plus il sera difficile à craquer, on va dire, donc très, très important. Alors pour construire un bon mot de passe, il y a plusieurs solutions, hein, donc on peut, par exemple, mémoriser une phrase, puis utiliser les premières lettres de chaque mot, pour créer la phrase. Donc là, j'ai mis un exemple, par exemple, voilà, point d'exclamation, arrobase 90, entrepreneur Belfort 90, dièse, point d'exclamation. Donc voilà, ça c'est un mot de passe qui est plutôt fort, on va dire. Après, il y a d'autres techniques, hein, vous pouvez utiliser les mots de passe que vous souhaitez, bien sûr, pour les mémoriser plutôt facilement. Alors après, il faut plutôt éviter le nom des enfants ou éviter le nom de son chien ou les dates de naissance de ses enfants, ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose qui peut se retrouver très facilement par rétro-engineering, donc par ingénierie sociale. Voilà, quelqu'un qui vous connaît ou qui veut vous nuire, ira chercher de l'info sur vous, sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, ou ailleurs, hein, sur Google, en vous googlisant, comme on dit. Donc il peut retrouver très facilement le nom de vos enfants, le nom de votre chien, le nom de votre date d'anniversaire et puis en faisant un petit mélange de tout ça, très facilement retrouver un mot de passe, assez aisément, quoi. Donc alors ensuite, je vous ai mis, alors là, c'est un petit morceau de code, pour ceux qui sont toujours intéressés par la partie un peu plus technique. Alors je l'ai mis moi parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les présentations. On nous montre toujours le hacker derrière son écran avec des lignes de code, on pas trop à quoi ça sert et cetera, et j'ai trouvé que c'était important de montrer un peu à quoi ressemblait du code, là donc là on a un code de la technique, dite brute force. Donc c'est une technique, par on va dire recherche exhaustive, d'un mot de passe. Donc c'est de l'algorithmie, hein, pour faire simple. C'est un peu complexe, c'est un peu verbeux quand on le voit comme ça. Mais je pense que c'est important de voir un peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemble du vrai code, donc là, c'est un vrai code, de hacking. Donc voilà, c'est un peu le genre de choses, que les hackers vont créer pour faire tomber, vos mots de passe. Donc sur la slide suivante, on passe à un tableau. Un tableau justement pour que vous compreniez, assez aisément qu'un mot de passe, très simple, comme on dit, voilà, si, vous créez un mot de passe avec, une suite de 4 caractères ou quelqu'un qui met encore, alors j'en parle parce qu'on voit encore des mots de passe qui traînent, avec des 1, 2, 3, 4 ou des 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou du AZERTY ou ce genre de choses, ça existe encore, hein. Donc effectivement avec ce genre de mot de passe, vous êtes, pas du tout sécurisé.
C'est un mot de passe qui va se craquer avec un brute force en quelques secondes, enfin même pas en quelques secondes, on est de l'ordre de la milliseconde. Comme on dit, c'est quasi instantané, immédiat, quoi. Après, dès qu'on augmente le nombre de caractères, donc comme indiqué dans le tableau, on le voit là, en couplant ça avec des chiffres minuscules, majuscules, caractères spéciaux, et en mettant un nombre maximum de caractères, on voit très aisément dans le tableau que le mot de passe est de plus en plus fort. Alors on passe voilà, avec un mot de passe en haut à gauche, par exemple de 4 caractères, avec un craquage immédiat. On voit qu'avec un mot de passe de 16 caractères, avec lettres, minuscules, majuscules, chiffres, plus caractères spéciaux, on passe à peu près 1 milliard d'années de craquage pour un logiciel de brute force. Donc là, on est vraiment très très sécurisé. On est tranquille. On est tranquille. Alors, on passe ensuite à la partie stockage des mots de passe. Alors, pareil, je réitère la question, comment vous stockez vos mots de passe de vos côtés? S'il y en a qui veulent répondre, qu'est-ce que vous utilisez pour stocker vos mots de passe? Comment vous procédez pour stocker vos mots de passe? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Y compris dans le chat, hein, vous pouvez écrire, il n'y a pas de souci. Oui, ben Brice, je peux te relayer des remarques dans le chat. D'accord. Et notamment, donc, une question, alors, est-il risqué d'enregistrer le mot de passe, on va dire en local, sur l'ordi, sur son smartphone? Alors, bah oui, oui, bah, alors en local, c'est un peu ce que j'ai mis dans les exemples qu'on voit là. Souvent les gens utilisent un bloc-notes, je l'ai remarqué, c'est dans quasiment 50 des cas, les personnes stockent leur mot de passe sur un bloc-notes. Donc là, c'est un bloc-notes, un des plus connus du marché, donc qui est pas du tout prévu pour ça. Donc là, j'ai mis un exemple avec voilà, une personne, en général, voilà, on va se retrouver, et même moi, il y a encore quelques années, enfin il y a très longtemps, je faisais ça. Et avec le temps et l'expérience, j'ai appris qu'il fallait pas le faire justement. Donc voilà, c'est ça, on marque ses ID de banque, son mot de passe de banque par exemple. Voilà, j'ai mis un Gmail aussi, donc avec un ID Gmail et puis un mot de passe. Et puis ça se retrouve sur le PC, et le jour où le PC se fait hacker, eh ben, c'est pas protégé. Et du coup, la personne est très contente de tomber sur le bloc-notes. Voilà, surtout que maintenant, il y a des. Donc, ce bloc-notes-là, effectivement, il y a beaucoup de bloc-notes en ligne qui sont synchronisés avec un cloud, alors qui sont plus ou moins sécurisés, hein, ça dépend du choix que vous aurez fait là-dessus. Donc effectivement, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée du tout. Parce que le jour où eux, leur système tombe, eh ben, vous êtes à découvert là-dessus. En plus, le fait d'avoir quelque chose écrit en dur dans votre machine fait que effectivement, c'est pas sécurisé, quoi. Si on vous pirate votre machine ou si vous faites voler votre machine, etc., la personne qui a trouvé ça repart avec tous vos mots de passe. Donc c'est pas l'idéal, hein. C'est pas l'idéal, effectivement. D'autres questions? Alors il y a beaucoup de questions, Brice, ton auditoire est très attentif. Alors Très bien, plusieurs très bien. questions sur, le moyen de stocker, donc Brice parlera de coffre-fort de mots de passe. Aurélie précise qu'elle a un coffre-fort, à toute épreuve, elle stocke donc dans sa tête. Et puis des remarques, peut-on avoir des mots de passe je vais dire, de dureté différente selon les applications? Des choses importantes avec un mot de passe fort et puis des accès peut-être moins importants avec un mot de passe moins dur. D'accord, donc très bonne remarque d'Aurélie. Alors effectivement, la meilleure sécurisation au monde, c'est de garder son mot de passe dans la tête, effectivement. C'est le top, c'est l'idéal.
Alors, on va dire que pour la bonne mère de famille, c'est très bien parce qu'elle n'a pas beaucoup de mots de passe à stocker. Donc, si elle en mémorise 3, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est dans un milieu professionnel ou pour son travail, etc., vous aurez des fournisseurs, vous aurez à échanger avec des clients, avec pas mal de monde, avec différents logiciels ou sources logicielles ou progiciels. Donc vous aurez un certain nombre de mots de passe à stocker. On va dire au-delà de 20, ça commence à être compliqué, voire même peut-être, je pense, au-delà de 7-8, ça commence à être compliqué de se rappeler de tous les mots de passe. D'où l'intérêt justement d'utiliser un GMP, on en parlera un peu plus tard. Et puis sinon, donc pour la dureté du mot de passe, alors effectivement, sur les mots de passe, il y a différentes, on peut dire qu'il y a différents complications de mots de passe, mais bon, le mot de passe, il y a vraiment 2 mots de passe principaux qu'il faut sécuriser, on va dire. On va parler donc de la partie banque, très important, parce que donc là, on touche au fond, à la finance, donc très, très important. Donc, en général, le système bancaire est créé de telle façon que c'est à peu près automatisé, vous êtes à peu près sécurisé, hein. En général, vous avez votre appli bancaire avec différentes solutions pour se connecter. Donc, c'est déjà pas mal sécurisé. Ensuite, pour moi, il y a vraiment la deuxième partie qui est aussi importante, et une des plus importantes, c'est votre mail principal. Donc, surtout mail d'entreprise. Votre mail au sommet de l'arborescence des mots de passe, on va dire, hein. Il y a une arborescence qui est créée quand vous gérez des mots de passe. Ça ressemble à un arbre, simplement. Hein, on imagine le sapin de Noël. Et l'étoile tout au-dessus, bah, c'est le mot de passe, c'est le compte de messagerie principal, donc le mot de passe principal. Et celui-là, il faut surtout pas qu'il tombe, parce que du coup, toutes vos autres applications, logiciels, réseaux sociaux, Warbank, hein, pourquoi pas, est relié à ce mot de passe. Donc si ce mot de passe-là tombe, si ce compte-là tombe, effectivement, tout le reste, tout le château de cartes tombe. Donc ça devient très compliqué. Donc c'est vraiment un mot de passe à sécuriser, c'est le mot de passe à sécuriser principal, je dirais. Même si les autres sont aussi importants, mais celui-là, c'est vraiment celui, le plus important. Il ne faut pas qu'il tombe. Alors, on va passer ensuite à la partie gestionnaire de mots de passe. Donc justement, pour pallier à toutes ces éventualités, l'idéal donc est d'utiliser un GMP, donc un gestionnaire de mots de passe. Donc c'est un petit logiciel qui a été créé exprès pour ça, qui va vous demander un mot de passe principal avec tous les autres mots de passe enregistrés dessus. Alors on va pas parler de la partie technique, hein, il n'y a pas trop d'intérêt ce matin, je pense. Mais on va parler plutôt de la partie utilisation. Donc après, c'est très simple, hein, il y a différents services qui proposent ça. Donc, dont LogPass, donc un gestionnaire de mots de passe franco-américain, qui est recommandé par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Et donc, je vous ai mis le lien en bas avec un petit QR code que vous pouvez scanner en direct. Comme ça, vous allez tomber directement sur le lien LogPass. Alors après, il y a d'autres solutions qui existent, hein. Nous, on vous a mis celle-là parce que justement, comme c'est quelque chose qui est promu par l'ANSSI, c'est donc quelque chose d'assez fiable en général, hein. Après, il y a d'autres solutions qui existent dans différents logiciels, progiciels. Dans les suites aussi, souvent d'antivirus, on vous proposera ce genre de choses. Alors également, ce matin, on n'a pas vraiment, on va pas forcément parler d'antivirus, c'est un sujet qu'on n'abordera pas, même si c'est très important aussi à mettre en place sur vos machines. Mais j'ai décidé, voilà, de faire un peu quid de l'antivirus ce matin, parce que je pense que maintenant tout le monde sait à peu près utiliser un antivirus. C'est souvent mis par vos gestionnaires en place. Donc on va pas y revenir ce matin. Mais pour la partie donc gestionnaire de mot de passe, voilà,
un petit tips sur Logself, donc un petit gestionnaire de mots de passe qui marche très bien et qui vous sécurisera vraiment, c'est important. Et aussi, donc pendant qu'on parle des mots de passe, donc bien penser que, par exemple, quand vous naviguez sur internet et que, par exemple, Google Chrome vous propose d'enregistrer vos mots de passe au-dessus à droite là, ou un autre navigateur, hein, Internet Explorer, Opera ou enfin d'autres navigateurs. Alors ça, ce ne sont pas des gestionnaires de mots de passe, donc bien faire la différence, et attention quand vous sauvegardez vos mots de passe dans ce genre de choses, c'est pas forcément sécurisé, hein. C'est pareil si une partie de Google se fait hacker, vos mots de passe, tombent. Donc attention vraiment, à ça. Alors on va ensuite, passer à la partie, double authentification. Alors ça, c'est une partie qui est très importante aussi, à utiliser. Donc j'en parlais tout à l'heure, donc c'est pas mal mis en place dans la partie, bancaire, on va dire. Quand vous loguez à votre application bancaire, vous avez, donc la possibilité d'utiliser un clavier virtuel. Alors pourquoi ils mettent un clavier virtuel maintenant? Parce que justement, il y avait des petits hackers, malins à l'époque qui utilisaient le clavier avec, un keylogger. Donc un keylogger, c'est un petit outil qui se logue sur un PC et qui va récupérer, tout ce que vous frappez, enfin sur le clavier et qui va remonter un log. Donc c'est une page, blanche et écrite avec, voilà, tout ce qui va frapper. Donc vous avez une discussion avec quelqu'un: «Bonjour papa, comment vas-tu ce matin?» Et cetera sur, WhatsApp, Teams ou je ne sais quel autre logiciel, et ben, dans les logs, vous remontez, absolument tout ce que vous avez frappé au clavier. Donc, comment ça se passera? Ben, si vous avez un petit truc comme ça qui est installé sur votre machine à votre insu, et ben, par exemple, le hacker va taper, lui, il va rechercher parce qu'il aura des pages et des pages de log, hein. Il va pas venir tous les 5 minutes, vérifier ce que vous faites, parce qu'il a plusieurs machines à surveiller. Il en aura infecté plusieurs, évidemment. Donc il va faire un petit récap dans ses logs, il va chercher lui par mots-clés avec, une recherche et il va taper banque. En général, voilà les points forts, banque ou mail ou ce genre de choses. Et puis, au moment où vous avez écrit banque ou compte ou quelque chose comme ça, et ben, il retrouvera assez facilement, tout ce qui est écrit en dessous, hein. Donc si vous avez mis votre mot de passe, voilà, en dur dans ce logiciel, qui va aspirer votre donnée, là, ça devient très compliqué. Donc effectivement, les banques, pour pallier à ça, maintenant utilisent un clavier digital, qui change aléatoirement de place sur l'écran, avec des numéros chiffrés qui changent de place aussi aléatoirement, pour justement éviter ce genre de choses. Ils mettent aussi en place, une double authentification, donc très important la double authentification, ce qui vous permet, par exemple, quand vous payez, sur votre système bancaire, maintenant, voilà, vous faites une commande, on prend un exemple Amazon, hem, donc vous allez recevoir un message par SMS, avec, en général, veuillez vous loguer à votre appli bancaire pour valider votre paiement, ce genre de choses. Donc voilà, là, on est dans la double authentification, donc ça, c'est très, très important. Ça empêche de se faire hacker, c'est vital. Et puis vous pouvez aussi, mettre une double authentification sur vos mails, enfin sur pas mal de choses en fait. Il y a des utilitaires qui existent, hein, donc après libre à vous de choisir, ceux qui sont les plus adaptés, on va dire. Alors, on va passer à la partie, mise à jour. Donc très, très important d'effectuer vos mises à jour. Alors comme je l'ai écrit, voilà, les mises à jour sont souvent perçues par une contrainte. Alors moi le premier, hein, quand on arrive au bureau le lundi matin, et qu'il faut mettre les mises à jour, parce qu'elles n'ont pas été faites et tout, ça peut être, voilà, on a la réunion, hein, qui est à 9 h, on arrive à 8 h 45, on n'a pas le temps forcément de faire la mise à jour ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que enfin, ça peut devenir contraignant, hein. Je m'en rends bien compte. Mais c'est essentiel, hein, donc voilà, pour garantir, on va dire, la sécurité des appareils, donc des logiciels, des applis,
qui existent. Donc, et ça corrige pas mal de failles de sécurité aussi, hein. Les mises à jour sont importantes, c'est ce qu'il faut retenir, hein. En général, voilà, quand les développeurs ont décidé de faire une mise à jour, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut patcher, comme on dit. Donc, c'est solutionner un problème assez rapidement. Donc, comme je disais, un problème de sécurité ou autre. Alors ça peut être aussi, pas forcément de sécurité, hein, ça peut être simplement des nouvelles fonctionnalités d'une appli, voilà, on vous rajoute un petit bouton à droite ou un UX design. Alors l'UX design, c'est la partie, comment dire ça? La partie, utilisateur, pour vous simplifier la vie du côté utilisateur, ouais, quelque chose de plus simple à utiliser, qui fait qu'on s'arrache pas les cheveux quand on est devant une appli. Donc aussi, une possibilité de compatibilité entre dispositifs, hein. Par exemple, voilà, une mise à jour qui aurait pas été très bonne, bah, elle peut être patchée derrière, on plug son iPhone sur son iMac, ça marche pas très bien, il sort une mise à jour et hop, ça patch le truc et ça marche mieux, pour faire simple, hein. Et puis, comme je disais, bah, voilà, une expérience utilisateur, améliorée, quoi. Alors est-ce que vous avez des questions par rapport aux mises à jour, comment vous fonctionnez, pour pour faire vos mises à jour? Est-ce que vous avez des tips ou je vais vous laisser répondre dans le chat ou par vocal, hein, comme vous préférez. Ah attends, pas de question, non. Ouais. Pas de questions? D'accord. L'idéal donc, c'est de faire des mises à jour, automatiques, donc ce qui est de plus en plus, fait sur Windows, hein. On vous propose une plage horaire, donc voilà, vous pouvez utiliser et mettre vos mises à jour pendant la nuit, par exemple, bon, sauf si le PC est déconnecté du réseau forcément et du courant, mais sinon, ouais, pendant la nuit, c'est une bonne idée. Et puis, mettre en place aussi dans vos entreprises une politique de mise à jour régulière. Donc on va se dire, voilà, tous les lundis matins, on check les mises à jour ou tous les vendredis soirs avant de partir, enfin peu importe, un point un point T dans la semaine, on va dire. Faire simple, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, on va passer à la partie, mail, frauduleux, une partie très importante. Donc là, je vous ai mis effectivement, la plateforme Pharos. Donc c'est une plateforme d'harmonisation, d'analyse et de recoupement et d'orientation des signalements, donc accessible sur le site www.internet-signalement.gouv.fr. Je vous ai également mis un petit QR code, si des fois vous voulez le prendre, pour avoir l'adresse de côté, ou si vous pouvez aussi noter l'adresse sur un bloc-notes, hein, comme ça vous avez l'adresse, pour les signalements. C'est toujours intéressant, quoi. Donc en général, il s'agit, on va dire, de tentatives d'escroquerie, appelées phishing ou hameçonnage en français. Donc ça prend, on va dire, principalement la forme d'un email, frauduleux. Donc, on va dire que celui-ci imite, l'aspect et le contenu d'un courriel, officiel, donc type, EDF, banque, service administratif, enfin CAF, et cetera. Heu et donc invite la personne qui l'a reçu à renseigner, par exemple, bah, ses coordonnées bancaires, suivies d'un lien, hypertexte, quoi. Donc il vous invite à livrer des données personnelles, voilà, on va dire, passeport, carte d'identité, carte vitale, permis de conduire, ce genre de choses, quoi. Donc il y a vraiment, alors on va dire, il y a vraiment 4 grandes questions clés à se poser avant de télécharger une pièce jointe. Bah, déjà, 1re chose, c'est, quand vous recevez un mail avec un fichier, en pièce jointe, c'est, avez-vous demandé le fichier? C'est quand même la base, hein. Voilà, comme je l'ai mis, si vous recevez un devis, alors que, vous n'avez pas demandé de devis dans les derniers jours ou et cetera, ça peut paraître bizarre, quoi. Donc il faut se méfier un peu de ça. Pareil, hein, exemple, vous recevez des factures,
une facture sans rien avoir acheté ces derniers temps, ou alors vous recevez une facture pour une chemise et vous n'avez pas commandé de chemise depuis 2 mois, on va trouver ça bizarre, quoi. Il y a aussi la partie, dossier compressé. Il faut faire attention aux dossiers compressés, c'est vrai que voilà, si par exemple quelqu'un vous envoie un dossier compressé, avec, des noms un peu bizarres dessus, faut que ça alerte, ça paraît suspect à l'œil, qu'on va dire. Donc voilà, on va passer à la partie, expéditeur. Heu, si vous recevez donc on va dire l'email d'une personne complètement étrangère et qu'elle vous envoie un email avec une pièce jointe, bah, ne réfléchissez pas, et jetez-le. Enfin voilà, hein, si vous en général, quand vous recevez, comme je l'ai mis dans l'exemple là, vous ouvrez votre boîte mail, et vous voyez que Bill Gates en personne vous a envoyé un email, et il y a quand même peu de chances que ce soit Bill Gates qui vous ait envoyé un email, hein, ou voilà, ça va couler un peu de source. Mais voilà, c'est des solutions assez simples à mettre en place. Hem faut tout de même, faut tout de même s'assurer, avant de jeter l'email, de vérifier quelques points. C'est par exemple si vous êtes en recrutement ou ce genre de choses, hem, ou une demande de stage par exemple, hein. Vous avez le petit dernier, d'un de vos collègues, qui est en troisième là, qui a besoin de faire un stage. Il vous a envoyé un petit email, parce que vous avez demandé ça il y a 3 mois, vous en rappelez plus, hein. On est dans le jus, dans la pression de la vie, du travail de tous les jours, on n'y pense pas forcément. Donc voilà, vérifier un peu quand même, si c'est pas, une demande de stage ou d'emploi, hein, aussi, ça peut, avec lettre de motivation et CV, qui peuvent être en pièces jointes, qui peuvent même être zippées, hein, pas forcément avoir peur de tout ce qui arrive, mais faut bien regarder tout ça, quoi. Alors, on arrive à la partie intéressante. Donc, l'email ne contient-il qu'une pièce jointe? Ça, c'est la bonne question. Donc, comme je le dis souvent, attention à la curiosité. Il y a des choses qui nous incitent plus que d'autres, à ouvrir un mail. J'ai mis un petit exemple à gauche, hein, je pense que tout le monde aura compris. Et justement, c'est ce genre de choses que vous allez recevoir, quoi. Heu, il peut arriver aussi que des fois on reçoive, un mail sans texte, ou sans signature et pas d'objet, et on a un point exe qui traîne dans cet email. Alors attention au point exe, donc c'est un exécutable, donc c'est quelque chose qui va lancer, et installer un logiciel sur votre machine. Donc ça, c'est le pire, parce que justement, comme son nom l'indique, il va s'exécuter. Donc après, ben, c'est la porte ouverte au virus ou cheval de Troie, et cetera. Enfin, tout ce qu'on peut rencontrer, de malveillant sur internet. Hem Ou si on n'est pas sûr, éventuellement, ça va, alors après, ça peut être réellement votre collègue qui vous envoie des photos de vacances, voilà, parce qu'il a passé un bon moment cet été, au Cap d'Agde, par exemple. Donc dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, lui, à répondre au mail, avant d'ouvrir, et lui demander: «Salut Jean-Marc, tu vas bien? Tu passes de bonnes vacances? Est-ce que c'est bien toi qui m'as envoyé un truc?» Et là, voilà, en général, ça répond assez vite. Si c'est lui, il y a pas de souci, vous pouvez ouvrir, hein. Si c'est pas lui, dans ce cas-là, bah, c'est destruction. Mettez ça dans la corbeille, hein, signalement dans votre boîte mail. Alors également aussi dans les boîtes mail, souvent il y a des alors vous avez certainement vu, mais ça arrive même sur les téléphones, signalement pour spam. Donc ça peut être spam ou autre, hein, donc en général, signalez-le pour spam ou ce genre de choses. L'équipe, heu L'équipe technique, du progiciel sur laquelle vous serez, s'en occupera. Alors faut pas croire qu'ils les vérifient pas et qu'ils s'en fichent, non, non, et eux, ils vont vous recouper les informations derrière, en off, dans l'ombre, comme on dit, et ils vont s'occuper de régler le problème ou enfin, de faire sauter la boîte mail, d'où ces choses-là arrivent, quoi. Alors, et en conseil, donc numéro 4, heu, donc comment sont rédigés l'email et la pièce jointe?
Alors très important. Donc là, je vous ai mis un exemple, avec, la CAF. Alors, c'est à s'y méprendre, hein, on voit caf.fr, service@crédit, -carte.fr, c'est très ressemblant à un mail de la CAF. On y croit même, on a cliqué votre formulaire ici. Alors c'est là où il faut pas cliquer justement. Et puis en bas, on a même, qui est surligné un petit peu en violet, donc le www.caf.fr. C'est-à-dire qu'ils ont poussé le vice à mettre un lien, hypertexte vers le vrai site, de la CAF. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site de la CAF. Par contre, si vous cliquez sur, votre formulaire ici, c'est effectivement pas vers le site de la CAF que vous allez atterrir, quoi, hein. Ça sera chez un hacker et puis, c'est là où il va siphonner toutes vos données. Donc, pas très sympa. Donc il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte, donc voilà, c'est déjà si vous faites pas forcément d'affaires à l'étranger ou ce genre de choses, si vous recevez un mail rédigé en anglais ou en espagnol ou en allemand et cetera, ça peut paraître un peu suspect, donc voilà, faire déjà attention à ça. Faut également faire attention, enfin à la rédaction générale de, il y a en bon français, pas de faute d'orthographe, donc s'il commence à y avoir, du mauvais français, plus, 3 fautes d'orthographe par phrase, effectivement ça sent le sapin comme on dit. Heu, donc également, faire attention à la forme, hein, la forme donc c'est, les logos, l'harmonie colorée, utilisée, donc voilà, dans la CAF, on est plutôt sur des bleus, voilà, alors avec le temps, moi par expérience et avec le temps, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, voilà, ce genre de choses et c'était vraiment très amateur, hein. Ça venait, bah, d'Inde, d'Afrique, de Russie, enfin peu importe. Donc forcément de quelqu'un qui parlait pas la langue, donc c'était, mal rédigé, avec des photos qui étaient pas belles, c'était mal fait, vraiment, c'était vraiment très, très amateur, avec, de l'upscaling, ou du downscaling, donc vraiment avec une qualité de logo ou d'image qui était, vraiment, bah, très, très amatrice, quoi. Sauf que maintenant, ils se spécialisent et alors, avec les traducteurs en ligne automatiques qui sont, soutenus par des intelligences artificielles et ce genre de choses. Vous arrivez, même en étant d'un pays étranger, à faire un très beau texte, même sans vérifier, le texte par quelqu'un qui parle la langue, du pays. Donc, faut vraiment faire attention à, c'est le petit détail souvent, le petit détail qui va faire que vous allez vous dire: «Tiens, ça colle pas». Heu, mais donc faut faire de plus en plus attention parce qu'effectivement les spams, ce genre de choses, sont de mieux en mieux faits. Donc, voilà, il faut tout décortiquer, vraiment bien vérifier, alors après là, j'ai mis la CAF, mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, votre banque, ça peut être Amazon, moi, il y a pas si longtemps, j'ai reçu un courriel Amazon, et en plus, c'est toujours dans ce genre de choses, ça va tomber au mauvais moment, au mauvais endroit. Alors si vous êtes réveillé, c'est le matin, vous êtes bien réveillé, vous avez vu le truc, vous allez pas vous faire avoir. Par contre, effectivement, si vous êtes un peu dans le jus, hein, il y a la réunion derrière, il faut se dépêcher ou il y a autre chose à faire, il y a un fournisseur à recevoir ou ce genre de choses. Heu, c'est toujours dans l'action ou dans le speed, comme on dit, qu'il faut faire attention. Heu, quand on vous demande de vous presser ou on peut recevoir aussi, «Attention, veuillez payer votre amende», ce genre de choses, vous pouvez recevoir ça aussi. Donc, très, très attention à ce genre de trucs. Hem, vraiment, voilà, c'est l'essence même du spamming, c'est en général de mettre la pression quand il y a urgence. Donc c'est vrai que quand on voit dans un email en général qu'il y a urgence, c'est pas bon signe. Heu, la seule urgence que vous pouvez avoir, c'est, effectivement, si vous avez, un impayé vers un fournisseur ou quelque chose comme ça. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il se passera peut-être plus par le téléphone que par le mail. Heu, enfin pourquoi pas, mais en général, c'est ça. Quand il y a quelque chose, qui est relatif à l'urgence, il faut se méfier. Donc ne jamais prendre de décision dans l'urgence par rapport à un mail. En général, c'est la catastrophe et puis ça tombera par hasard au mauvais moment, hein,
Donc moi, je prends l'exemple d'Amazon. Moi, j'ai reçu, voilà, il y a quelques temps, donc il y a quelques semaines, j'ai commandé un objet sur Amazon et puis j'ai reçu un email 2 jours après, enfin même pas le lendemain, avec bonjour, votre commande Amazon a un problème, etc. Pour la déverrouiller, veuillez payer les frais de douane ou de taxes, etc. C'est vrai que quand on est un peu speedy et que moi, c'était une pièce pour ma piscine, par exemple. Donc voilà, c'était assez urgent. Ouais. C'est vrai que quand on est un peu dans le speed, on se dit bah voilà, je vais vite payer la taxe, comme ça on n'en parle plus. Alors qu'en fait, non, ça venait pas d'un pays étranger, c'était livré depuis la France, donc il n'y avait pas à payer de taxes, tout ce genre de choses. Donc attention à ça, quoi. Très attention à l'urgence. Alors, on va parler ensuite de la partie VPN. VPN, très important aussi pour moi. Donc, le VPN, c'est un réseau privé et virtuel, hein, donc un Virtual Private Network, comme disent nos amis anglais. Donc, c'est une connexion, donc on va dire qu'une connexion VPN camoufle votre trafic de données en ligne et elle protège contre tout accès externe. Alors c'est pareil, on va passer la couche technique, hein, je pense qu'on va pas vous embêter avec ça. Alors pour faire simple, un VPN, c'est un tube, hein, comme un tube PVC, voilà, il y a une entrée, une sortie, hein, on va prendre, vous mettez de l'eau dedans, hein, l'eau rentre à l'entrée, elle sort par la sortie. Voilà, pas très compliqué à comprendre. Euh, donc vos données transitent par ce tube et sont sécurisées, pour faire simple. C'est vrai que de naviguer simplement sur internet maintenant sans VPN, ça peut être un peu compliqué. Vos données peuvent être siphonnées. Donc il y a beaucoup de logiciels qui existent, tout ce genre de choses, des siphonneurs. Donc effectivement, ça peut être critique sans VPN. Alors pour moi, le VPN, c'est quelque chose c'est une petite solution qui coûte pas forcément très cher. Alors c'est payant, évidemment. Je crois pas qu'il y ait de solution gratuite de VPN. Ou alors c'est un essai, hein, voilà, il y a souvent des périodes d'essai d'1 ou 3 mois, je sais plus si ça existe, mais il y a peut-être ce genre de choses. Mais ensuite, en général, c'est payant, mais un VPN, c'est pas très très cher. Donc ça doit être de l'ordre de 7-8 € par mois, à peu près, quoi. Donc voilà, vous êtes bien sécurisé avec un VPN, donc les hackers, pirates ne peuvent pas déchiffrer vos données, et puis vous êtes quand même beaucoup plus safe, il n'y a pas photo, hein, ça c'est clair. Euh, donc vous êtes isolé du réseau, pour faire simple. C'est comme si vous aviez quelque chose, voilà, comme chez vous, l'interrupteur EDF vous protège un peu, enfin le disjoncteur EDF vous protège un peu du réseau, hein, pour ceux qui connaissent un peu la partie électrotechnique, électronique, électricité. Donc là, c'est pareil, ça vous protège du réseau, en fait. Vous êtes un peu séparé, c'est un peu le disjoncteur du réseau, quoi. Alors, il existe plusieurs solutions, hein, je vais en donner 2-3. J'aurais peut-être dû les noter sur le slide, effectivement, mais il y a ExpressVPN, donc, qui est pour moi un des meilleurs VPN du marché, alors qui est un peu plus cher que les autres, effectivement, mais qui est un très bon VPN. Il y a CyberGhost également. CyberGhost, très simple d'utilisation, on va dire que c'est le choix de la simplicité. Et un des plus connus aussi, parce qu'on en fait beaucoup la pub en ce moment sur YouTube et Internet, c'est NordVPN. Donc utilise des serveurs Tor pour se protéger, donc qui est très bien aussi. Donc le choix de la sécurité, on va dire, pour NordVPN. Donc on passe ensuite à la partie sauvegarde de la donnée. Alors là, pareil, je réitère mes questions d'avant. Est-ce que vous avez des questions sur la sauvegarde de la donnée? Comment vous procédez pour sauvegarder vos données? Pareil, vous pouvez écrire dans le chat, il n'y a pas de souci. On relaiera tout ça. Je vous laisse un petit peu de temps. Allez, on va dire quelques secondes, 30 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on ne mord pas.
Alors, des points que tu vas aborder, Brice, donc des utilisateurs de serveurs NAS, d'autres personnes utilisent différentes solutions dans le cloud. D'accord, Voilà. très bien, très bien, très bien. Oui, donc c'est très bien ce que j'ai entendu là. Donc l'idée, c'est de sauvegarder régulièrement ces données, hein, forcément. Plus on les sauvegarde, moins on les perd, quoi, donc c'est l'idéal. Moi, ce que je conseille, c'est en 3 points physiques ou virtuels différents. Moi, je pousserais peut-être même le vice à dire jusqu'à 4 points. C'est vrai que 2 points cloud, ça peut être bien aussi. C'est mon côté, ingénieur informatique un peu paranoïaque peut-être qui parle. Heu Donc ça vous protégera en cas de panne, de perte, de vol, de destruction de votre matériel, hein, pas forcément, un hacker qui viendra mettre son nez là-dedans. Mais si dans votre entreprise, vous avez un feu, un dégât des eaux, une tornade qui passe par là, voilà, ça peut être compliqué. On va dire que là, pour le moment, là, on va dire que là, voilà, la majorité des utilisateurs ne mettent en place une pratique de sauvegarde régulière qu'après avoir subi une première perte de données. Donc justement, c'est le problème. Souvent, les utilisateurs, c'est une fois qu'ils ont perdu leurs données qu'ils comprennent qu'il faut sauvegarder leurs données. Et malheureusement, il est trop tard. Alors après, si c'est de l'ordre d'un particulier, bon, encore, c'est pas dramatique. Mais si c'est vos sauvegardes, enfin, vos données d'entreprise, ça peut être assez compliqué, quoi. Donc on va voir un peu comment on va mettre ça en place. Hop. Donc, alors le plus simple, c'est d'utiliser, le plus simple et le moins onéreux, on va dire, c'est d'utiliser, une clé USB, voilà, qui devrait amplement suffire. Ça dépend de la donnée que vous avez à sauvegarder, hein, c'est toujours pareil, en volume. Clé USB, à chiffrer évidemment. Donc, clé USB à chiffrer. Donc quand je dis chiffrer, ça veut dire que vous avez, quand vous insérez votre clé USB dans le port USB de votre ordinateur ou smartphone ou autre, matériel, vous avez un mot de passe qui va s'afficher. Ça veut dire que la clé est cryptée. Très important parce que si vous vous promenez avec votre clé, dans la poche ou dans un sac ou et cetera, vous la perdez dans la rue, dans un bus ou ailleurs, dans un magasin ou ce genre de choses. La personne qui va tomber sur votre clé, a accès à toutes vos informations si elle est pas cryptée. Donc ça veut dire que si c'est des données personnelles, voilà, c'est des photos de vacances avec les enfants et ce genre de choses. Si c'est des données d'entreprise, ça devient un peu plus compliqué, également, parce que, voilà, vous pouvez avoir des fichiers clients, des devis, ce genre de choses, c'est pas très agréable de se retrouver avec ces données dans la nature, comme on dit, et on sait pas où elles vont atterrir. Donc, soit vous tombez sur une personne, bien intentionnée, éventuellement ils ramènent ça au commissariat, ils vont vous passer un coup de fil, ou bien la personne va trouver le nom de votre entreprise sur la clé et va vous passer un coup de fil, va être très sympa et vous la redonner, ce qui peut arriver. Ou alors elle va s'amuser à siphonner les données, et à faire autre chose avec. Donc là, ça peut devenir assez compliqué. Donc après, pour chiffrer vos données, simplement avec une clé USB, vous avez, sur Windows, alors il faut être sur un Windows, professionnel. Sur une version familiale, il n'y a pas l'utilitaire. Donc c'est un utilitaire qui s'appelle BitLocker, qui est un utilitaire de chiffrement. De Windows donc, qui est sur Windows 10, qui est sur également présent, professionnel, je précise, et sur Windows 11, également professionnel. Sur macOS, il faut utiliser l'utilitaire de disque, ceux qui ont un Mac, et pour les aficionados, qui utilisent, Linux, Ubuntu, il y a Lux qui est connu pour chiffrer vos données. Alors, c'est pareil quand vous chiffrez vos données, essayez de chiffrer. Alors vous allez chiffrer, on parlera d'une partie disque dur après également, donc que ça soit clé USB ou disque dur, essayez plutôt de chiffrer vos données, donc de chiffrer votre clé ou de chiffrer votre disque dur quand il est vide. Parce que ça sera beaucoup plus rapide, de chiffrer un disque vide qu'un disque qui est déjà rempli. Je crois que pour chiffrer, on va prendre un exemple, une petite clé USB, voilà, c'est de l'ordre de peut-être,
allez, on va dire 20 minutes. Si c'est une 3.0, peut-être en 20-30 minutes, elle est chiffrée. Si c'est une plus conséquente, effectivement, pardon, il faudra un peu plus de temps. Pareil pour un disque dur, hein, plus le volume de stockage est grand, ben, plus le temps sera un peu plus long. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Et le problème, c'est que quand on chiffre une clé ou un disque dur qui est déjà, qui a déjà de la donnée dans son centre, c'est beaucoup, beaucoup plus long, hein. Ça peut mettre jusqu'à 24 heures, voire plus, hein. Donc attention à ça. C'est important voilà, quand on acquiert une clé ou un nouveau hardware, comme on dit, un nouveau matériel physique, de le chiffrer le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à mettre de la donnée dessus après. Alors, il y a aussi la partie cloud, donc le sauvegarde de la donnée dans le cloud, solution très intéressante. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner quelques TPE, PME ces derniers temps, et on m'a fait la remarque, comme j'ai dit à la dame, elle s'en rappellera peut-être, qu'elle aurait pu travailler en cybersécurité, car elle était très, très parano. Donc c'est un peu le but quand on travaille en cybersécurité, il faut être extrêmement paranoïaque en fait. Plus on est paranoïaque, mieux c'est. Elle avait peur de stocker ses données dans un cloud parce qu'elle se disait, bah, je sais pas où mes données sont passées, chez qui, ou comment, qu'est-ce. Bon, bref. Bon, après, c'est des solutions professionnelles avec des gens sérieux, hein, il faut penser à ça aussi. Donc, il n'y a pas de souci, votre donnée sera bien traitée, bien entretenue. Et il faut quand même faire attention. Donc, moi, je préconise souvent d'enregistrer dans un cloud, très important. Comme ça, si vous avez un problème physique quelque part dans le cloud, tout est sauvegardé. Alors, il y a des solutions qui existent, comme là, on voit Logfiles, qui est préconisé aussi par l'ANSSI. Il y a également Google Drive, un des plus connus. Alors, malheureusement ou bien heureusement, chacun y aura midi à sa porte. Il y a OneDrive aussi, une solution Google Drive, une solution Google, je pense que tout le monde avait compris. OneDrive, qui est une solution Microsoft. Donc voilà, il existe, on va dire, des solutions gratuites. Par exemple, chez Google Drive, je sais que jusqu'à tant de gigas, c'est à peu près gratuit. Au-delà, au-delà, c'est une solution qui devient payante. C'est quelques euros par mois. Après, à vous de vous renseigner un peu sur ce genre de services, et puis de voir à peu près si ça rentre dans les clous ou pas financièrement. Alors moi, je préconiserais aussi un deuxième drive, hein, pourquoi pas. Mon côté parano préconiserait un deuxième drive, parce qu'on voit bien que même en ayant un drive sauvegardé, il peut y arriver des accidents. Je prends l'exemple d'OVH, qui était un service très connu en France il y a quelques années, ont eu un problème de feu chez eux. Et effectivement, il y a certaines personnes qui ont perdu leurs données. Donc, voyez, hein, on n'est jamais à l'abri, comme on dit. Donc, plusieurs points de sauvegarde dans différents endroits, c'est très, très important. Donc après également, donc voilà, pour sauvegarder des données de plus grande envergure, donc il y a le fameux disque dur externe. Donc toujours pareil, chiffré, hein, faut le chiffrer. C'est pareil, vous transportez votre disque dur dans votre, alors moi je prends l'exemple au dernier Cap Cyber qu'on a organisé. J'avais été moi chercher, quelques personnes, à la gare TGV de Mérouveau-Moval, ce qui se situe un peu sur le coin là, pour raconter une petite histoire. Et en attendant la personne qui devait arriver, je vois quelqu'un qui avait certainement une réunion. Ça devait être quelqu'un qui bossait dans l'IT au vu de l'allure et de ce qu'il m'a dit. Et le mec était paniqué parce qu'en fait, il a oublié sa sacoche dans le train. Et le train est parti avec la sacoche, donc je suppose avec le PC, tout le matériel informatique, donc clé USB, disque dur, enfin la totale, certainement peut-être même le smartphone, sauf s'il l'avait dans la poche. Et donc là, c'est le drame, c'est le pire du pire. Donc voilà, si tout est sécurisé, si tout est chiffré, vous n'avez pas de souci, hein, le PC est chiffré, la personne ouvre le PC, il y a un mot de passe, il a accès à rien, le disque dur est chiffré, il le plug, enfin il l'insère dans un un port USB du PC, voilà, c'est chiffré, on demande un mot de passe, on a accès à rien. Mais effectivement, si c'est pas chiffré, là on a accès à tout.
Ça veut dire que vous vous retrouvez avec tous vos données dans la nature, avec Dieu ne sait qui. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est la chance. Soit vous tombez sur quelqu'un de bien intentionné, soit non. C'est qui tout double, comme on dit, donc c'est un risque qu'il ne faut pas encourir, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, et je suis sûr, en fait. C'est un risque à ne surtout pas encourir quand c'est surtout vos données d'entreprise, qui même personnelles. C'est quand même pas agréable de se retrouver avec les photos des enfants dans la nature ou Dieu ne sait quoi d'autre, hein. Chacun ses mœurs ensuite, hein. Donc vous pouvez créer également votre propre serveur FTP, donc serveur NAS. Donc ça, c'est pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus. Après, ça peut être aussi pour une personne qui veut, comme moi j'étais tombé là, sur la dame qui voulait pas forcément mettre ses données dans le cloud. Elle peut créer un NAS. Alors effectivement, quand on s'y connaît pas, ça paraît un peu barbare. Or, c'est juste un serveur avec du stockage de données en disque dur. Pour faire simple, c'est un mini PC qui stocke énormément de données. Et puis après, voilà, l'idéal, c'est que si vous y connaissez pas forcément, vous pouvez faire appel à un prestataire de service qui va vous mettre ça en place, ou à un informaticien. Vous lui expliquez, voilà, j'aimerais un NAS. Donc l'exemple type, vous avez votre entreprise avec votre PC en local, etc. Vous voulez un doublon sauvegardé quelque part, faire un clone, enfin un double de ce qui existe. Vous sauvegardez ça sur un NAS à distance que vous mettez là où ça vous chante, hein, chez vous, chez un collègue, enfin voilà quoi, peu importe. Tant qu'il est sécurisé, c'est le plus important, on va dire. Et donc, il y a des solutions qui existent, mais là, il faut vraiment vous rapprocher d'un expert, parce que c'est vrai qu'un NAS, c'est pas à la portée de tout le monde, on n'est pas sur une clé USB, donc là, il faut vraiment un informaticien ou un prestataire de service qui va vous mettre ça en place, quoi. Et donc, des questions, Thierry? Oui. Alors peut-être pour te permettre de respirer un peu, Brice, Ouais. dans le chat, une remarque intéressante de notre collègue Thierry Guillaume à propos donc des sauvegardes. Tu as énuméré tout un tas de solutions et lui rappelle donc une méthode, une technique, la technique 3-2-1-1. Donc en préconisant donc de disposer de 3 copies des données, 3, de stocker ces copies sur 2 supports différents, parmi ceux que tu as cités, 3 à 2, et puis conserver donc une copie hors site, hein, en dehors du lieu où vous travaillez, et une copie hors ligne. Voilà, ça complète peut-être tes propos, Brice. Merci à Oui, oui, Thierry. très bonne idée de Thierry, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Donc ensuite, on passe sur la partie RGPD, donc c'est le règlement général sur la protection des données. C'est un règlement européen qui vise à encadrer pour expliquer ça simplement, encadrer la donnée personnelle de chaque utilisateur. C'est-à-dire que maintenant, à partir donc du 27 avril, oui, en plus c'est marqué dessus, 27 avril 2016, chaque site internet, site de vente, enfin n'importe quel site, forum, etc., est censé vous donner l'accès complet à vos données et avoir un bouton de suppression de votre profil. Si vous avez envie de complètement vous effacer de quelque part, vous en êtes légalement, enfin, vous en avez légalement la possibilité. Si effectivement vous êtes inscrit sur un site web depuis quelques années et que c'est pas le cas, il faut remonter l'info au service en question, à l'ANSSI ou ce genre de choses. Ça peut être un peu mal vu, on va dire. Bon, en général, c'est rare, hein, maintenant. Je pense que c'est très rare de tomber sur un site qui est pas où. Ou la CNIL, effectivement, comme me le rappelle Thierry, ou la CNIL. CNIL. Donc on va rappeler un peu ce qu'est le RGPD. Donc c'est comme je le disais, le règlement général sur la protection des données, règlement européen. Donc concerne la confidentialité, pardon, des données d'un individu, qu'il s'agisse d'un client, d'un usager, d'un employé ou d'un partenaire professionnel. Donc l'objectif du RGPD est de renforcer la protection des données personnelles des citoyens de l'Union européenne, qu'ils résident dans l'Union européenne
ou dans tout autre lieu. Donc ce règlement a été définitivement adopté par le Parlement européen le 27 avril 2016. Donc ces dispositions sont directement applicables dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc là, je vous ai mis une petite slide avec mes coordonnées. Donc, comme je vous le disais, donc moi je suis Brice Vazesco, donc je suis conseiller numérique cybersécurité à la Chambre de commerce et de l'industrie donc du territoire de Belfort. Donc vous pouvez me contacter pour d'éventuelles questions à ce numéro, à cet email. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me contacter pour n'importe quelle question que ce soit, on va dire. Surtout si vous êtes des TPE ou PME. Ou solliciter un accompagnement, hein, c'est un accompagnement qui est gratuit. Donc on peut vous accompagner sur différents points cyber ou d'autres. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Mathilde Petit-Gérard. Et puis en fin de slide, je pourrais peut-être répondre à 2-3 questions. Je vais rester un peu plus longtemps que prévu. Et puis s'il y en a qui ont des questions un peu spécifiques, on pourra y répondre. Mais là, pour le moment, donc voilà, je redonne la parole à ma collègue Mathilde. Alors merci Brice et puis merci à tout le monde pour votre participation. Je tenais à rappeler que vous pouvez donc vous rapprocher de la CCI de votre région pour voir donc si elle dispose d'actions numériques à mettre en place. Alors Brice va vous présenter aussi la liste des référents par CCI, mais là pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous pouvez voir dans le tableau qui s'affiche. Concernant nous, la CCI du territoire de Belfort, nous mettons en place des rencontres numériques. Donc là où vous pouvez échanger sur des sujets, donc sur le numérique et sur la cybersécurité. Tous les premiers lundis du mois, nous animons en présentiel un atelier pratique, donc sur une thématique du café du commerce. En l'occurrence, ce sera donc sur la cybersécurité pour le lundi 7 novembre. Comme Brice va pouvoir vous le montrer sur la prochaine slide. Sinon, on vous donne rendez-vous pour le prochain Café du commerce qui traitera, lui, du plan de communication pour le lundi, donc 14 novembre, donc toujours à la même heure. Pour parler de l'enregistrement, donc notre Café du commerce est enregistré, donc nous vous enverrons un lien pour le visionner à nouveau, ou sinon vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez répondre également à notre questionnaire de satisfaction pour pouvoir voir si nous pouvons améliorer ces cafés du commerce. Puis, bien entendu, encore une newsletter pour, bien entendu, terminer par la suite. Donc, comme nous a dit Brice, pour ceux qui ont encore des questions à poser, vous pouvez donc les poser dans le quart d'heure qui vient. Et puis, pour les autres, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à bientôt pour un nouveau Café du commerce. D'accord, ben on peut pas. Simplement, il faut obligatoirement passer par enfin le plus simple. Sinon, il faut utiliser un logiciel crypteur de données à télécharger, etc. Mais bon, le plus simple, c'est quand même d'utiliser BitLocker, qui est quand même prévu pour ça. Donc, c'est de passer par un Windows Pro, quoi. Ouais. Ou sinon, se rapprocher de votre chambre de commerce et voir ça avec les conseillers numériques qui y travaillent, qui pourront vous le faire gratuitement, évidemment.
Brice, il y avait quelques questions après. Je ne sais pas si les personnes sont parties ou pas. Je ne sais pas, mais Euh, pose-les pour ceux qui restent, c'est toujours intéressant. Dans le chat, pour les mots de passe stockés par les navigateurs Edge et Firefox, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément bien parce que c'est pas un gestionnaire de mot de passe. Donc c'est une aide, mais qui est pas forcément ultra sécurisée, disons, quoi. D'accord. J'avais une personne qui demandait aussi pour Apple, hein, si il informe d'une fuite de données sur certains mots de passe, est-ce que le changement est urgent? Oui, très, très urgent. Parce que si Apple vous informe, d'une fuite de données, c'est qu'effectivement, ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Donc c'est il faut changer le mot de passe assez rapidement. Que ça soit Apple, Microsoft ou Google, quand ils vous envoient un mail ou une, une info avec le changement de mot de passe, c'est qu'il faut le faire le plus vite possible. Ça veut dire que la donnée est tombée dans le milieu public, sur le dark web ou Dieu ne sait où, donc qu'elle est libre d'accès. Donc ouais, il faut évidemment se dépêcher de changer le mot de passe, quoi, ouais. Ok. Tu nous as dit que certains mots de passe étaient importants. Et est-ce que celui de l'ordinateur Windows, quand tu te connectes à ton PC, est le plus important? Ça fait partie des plus importants, effectivement. Moi, j'ai parlé que de la partie logicielle, mais sur la partie, hardware, donc la partie technique, physique, qui est chez vous en entreprise ou chez vous, personnellement, c'est hyper important d'avoir un mot de passe sur la machine, hein. Je prends l'exemple, voilà, vous déconnectez ou pas, hein, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui laissent le PC tourner la nuit, ou même, si le PC ne tourne pas, voilà, vous vous faites, braquer cette nuit, ils repartent avec le matériel, la première chose qu'ils vont faire, c'est allumer le PC pour voir, ce qui se trame un peu dedans. Donc effectivement, s'il y a pas de mot de passe sur la machine, c'est encore pire, c'est même pire que tout parce que là, ils ont accès à tout quasiment. Donc surtout justement si vous en plus, si vous avez, on en revient par redondance à ce que je disais tout à l'heure, si vous avez, on prend l'exemple type, voilà, vous vous faites casser cette nuit, par des braqueurs ou des personnes pas très sympas. Ils se retrouvent demain avec votre PC, chez eux là, ils vont farfouiller un peu dedans, combien on peut leur vendre, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc, et si en plus de ça, vous avez fait un stockage, sur votre compte Google de votre mot de passe ou de tous vos mots de passe, sans passer par le fameux gestionnaire de mots de passe qui lui, à chaque fois, va vous redemander votre mot de passe, d'où l'intérêt d'être sécurisé. Alors c'est contraignant évidemment. C'est sûr que enregistrer ses mots de passe sur Google et puis on navigue, tranquillement et librement sur Google, c'est sympa, c'est cool, hein, mais c'est pas sécurisé. Heu, donc voilà, c'est l'exemple type, quoi. Donc ouais, non, c'est très, très important de mettre un mot de passe sur la machine, quoi, ouais, ouais, sur le hardware. Sur le téléphone, pareil, hein, ça vous viendrait pas, je pense, à l'idée de laisser votre téléphone comme ça, sans code PIN ou sans déverrouillage par empreinte digitale, par exemple. Bah, sur le PC, ouais, c'est la même chose, hein. Ou sur tout matériel physique, tablette, et cetera, quoi. Alors, j'ai Concerto qui a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, on va les faire une par une aussi. Il te demande, il lui est déjà arrivé de recevoir un spam depuis une de ses adresses mail d'entreprise. Mmh. Est-ce que ça signifie que l'adresse mail en question est corrompue? Non, pas forcément. Pas forcément, vous pouvez recevoir des spams, moi j'ai reçu un spam la semaine dernière de ma propre mutuelle qui était ma vraie mutuelle, quoi. Il suffit que l'algo de rangement de mails de spam, soit pas au point ce jour-là ou qu'il ait vu un mot-clé un peu louche ou quelque chose de louche et il est rangé dans les spams donc non, pas forcément, quoi. D'accord. Et concernant les hackers, en gros, ils veulent juste de l'argent, ils veulent embêter les gens, comment quelle est leur motivation? Alors oui, c'est tout. Ils veulent de l'argent, ils veulent embêter les gens, ils veulent avoir, si je puis me permettre, être le meilleur aussi. Il y a un concours entre hackers, c'est celui qui a, hein, qui a le plus gros cerveau.
Voilà, donc il y a tout ça mélangé. Après, on part souvent sur la base que le hacker, c'est un petit, on imagine toujours par rapport au film, le hacker de 16 ans chez lui dans sa chambre, qui s'ennuie le vendredi soir, et heu qui fait sa petite bidouille et tout, mais en général, c'est pas ça. En général, les hackers, enfin les vrais hackers, je parle pas de script kiddies. Le script kiddies, c'est vraiment, une personne qui veut utiliser un logiciel déjà existant, qui comprend pas trop comment ça marche, mais ça marche, et puis il l'utilise et ça marche, quoi. Donc là, il a fait un petit peu, c'est pas vraiment un hacker, ça, c'est un script kiddies, comme on dit. C'est quelqu'un qui va réutiliser un logiciel existant et puis il va faire une bidouille et ça va fonctionner. Mais on va dire que c'est un peu des touristes, ces personnes-là, qui maîtrisent pas le code, ils maîtrisent pas, certains codes, informatiques, donc voilà. Après vraiment les hackers de haut vol, qui eux maîtrisent vraiment ce qu'ils font, en général, c'est des ingénieurs, c'est des mecs qui ont des bac+5, voire, des doctorants qui ont des bac+8. C'est des équipes de plusieurs personnes, heu, parce que de créer un vrai logiciel de hacking ou quelque chose pour hacker, c'est long et complexe, c'est pas faisable par tout le monde, hein. Faut pas forcément tout lire et croire tout ce qu'on voit dans les séries. Alors, il y en a peut-être un, effectivement, qui a réussi et puis ça s'est su un peu, voilà. Mais en général, non, c'est des équipes, ils bossent en équipe, et puis donc la finalité, oui, c'est de, bah, taper de l'argent, ou, nuire à la réputation d'une entreprise aussi également, ce genre de choses, quoi. Et puis maintenant, en 2022, personne n'est à l'abri. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, le hacker, il essayait de taper des grosses cibles, on va dire, pour faire un maximum d'argent. Mais maintenant, comme il y a de plus en plus de hackers ou de script kiddies là, qui utilisent des logiciels, et qu'ils tentent des trucs, ils savent pas trop ce qu'ils font et parfois ça passe. Du coup, et ben, heu, voilà, ça crée, bah, ça crée une multitude, de possibilités de se faire hacker, quoi, donc OK, alors nous avons encore, Lagrange des Rocheroses qui avait une question que j'avais pas oubliée parce que c'était quand même la suivante, vu que je cherchais parce que j'avais pas le point d'interrogation, qui voulait savoir pour les adresses mail, donc les gens qui t'écrivent et puis bien entendu qui se sont fait, piquer leur adresse mail ou pirater leur adresse mail, est-ce qu'on doit les mettre en courrier indésirable? Comment on fait du coup? bah, le problème, c'est que, bah, après, c'est-à-dire? Alors la question, c'est, genre, vous avez une boîte d'entreprise, une boîte mail d'entreprise, vous allez recevoir, un mail de Jean-Jacques, je ne sais quoi, et ce Jean-Jacques, je ne sais quoi, s'est fait hacker ou est corrompu. Bah, là, vous y pouvez pas grand-chose, et en plus, vous n'en savez rien. Donc, effectivement, par redondance, il y a des robots qui existent, qui enverront, des mails, via cet email-là. Heu, ouais, peut tout à fait essayer d'infecter votre boîte, d'où l'utilité d'être, bah, d'être vigilant quand vous recevez des emails. Mais là, vous pouvez effectivement pas faire grand-chose, quoi, parce que vous en savez rien à Excuse-moi, la base. excuse-moi Brice, je crois plutôt que c'est une question de la personne qui reçoit un mail de sa propre adresse mail. Comment le mettre, comment se protéger? Un mail de sa propre adresse mail? Oui, tu reçois, Heu ça nous est déjà arrivé aussi, tu reçois un mail qui vient de ta part. Donc tu peux pas le mettre forcément en courrier indésirable vu que c'est ton nom de domaine et c'est ta propre entreprise, quoi. D'accord, bah là, très bonne question. Il faudrait regarder ça un peu plus spécifiquement. C'est quelque chose que, ouais, je n'avais pas pensé effectivement, donc et là, sur le coup, comme ça, c'est vrai que c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre, il faudrait se renseigner, ouais, et puis Thierry est parti, donc je peux pas lui demander conseil. Et du coup, toi, Thierry, tu ferais comment alors, tu utiliserais, Ouais, pour moi, il y a pas là, il y a pas moyen de s'en protéger. On sait très bien. Ça veut pas forcément dire que notre adresse mail a été piratée. Généralement, c'est des listes d'adresses mail qui traînent et les gens cherchent dans l'entreprise à récupérer ces listes et envoyer justement aux personnes des mails de la part enfin de personnes qui ont les mêmes adresses mail, le même nom de domaine, parce qu'ils savent très bien que la plupart du temps, les gens ne mettent pas en spam le nom de domaine de leur propre entreprise. Par contre, oui, comment c'est s'en vrai, ouais. protéger? Bon, on sait que ça existe. La chose à faire, c'est forcément un mail qui vient de votre part, ben, vous le mettez directement à la poubelle, quoi. C'est le seul conseil que je peux donner à l'heure actuelle dessus. Il n'y a pas moyen de faire autrement.
Ok. D'autres questions, Mathilde? Pour l'instant, j'en ai pas. Si vous avez encore une question de dernière minute, vous pouvez. Sinon, nous allons clore ce café du commerce. En entreprise également, vous pouvez, comme disait Thierry, vous pouvez également recevoir des spammings, effectivement. Alors c'est pareil, ça se fait par rétro-engineering, c'est-à-dire sur LinkedIn, par exemple. Ils vont vous demander en ami sur LinkedIn et puis regarder dans tous vos contacts, le nom de vos contacts qui font partie de votre entreprise. Et comme en général, l'entreprise, c'est, on va dire, alors quelqu'un qui travaille chez McDonald's, voilà, ça sera @macdonald.fr. Et ben, il va mettre Hervé @macdonald.fr, il va mettre Viviane @macdonald.fr. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Et ils vont spammer tout le monde comme ça de l'entreprise, quoi. Et souvent en mettant des liens, ah oui, réunion urgente, attention, alors toujours l'urgence. On en vient à ce que je disais tout à l'heure. Toujours l'urgence à laquelle il faut faire attention. Dès que c'est urgent, attention, attention. Mais c'est vrai que c'est assez efficace, quoi. Ça peut être assez efficace, toujours pareil, quand on est dans le monde professionnel, on reçoit un mail avec tous les collègues dedans, avec marqué réunion urgente, etc. On a vite fait de cliquer dessus. Donc faire très attention à ça également, ouais. Oui, parce qu'en destinataire, enfin en expéditeur, je veux dire, on peut mettre n'importe quoi hein, au niveau d'un logiciel de messagerie. Hein. On peut très bien écrire de la part de emmanuel.macron@elysée.fr, alors que Voilà. l'adresse réelle derrière est pas la bonne. Quoi. Oui, bien, très bien. Je pense que nous avons fini ce petit tour de table pour les questions cyber. Nous vous remercions encore donc pour votre participation et pour votre venue. Et puis, nous vous disons à bientôt pour un prochain Café du commerce. Oui, merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.